On va tous répondre. Avec particulièrement les choses qui ont été vraiment fixées. Au départ, en tout cas, il y a la règle fondamentale qui est énoncée, à savoir que la personne est invitée à parler librement de ses pensées. Et il y a aussi la règle des séances manquées qui est généralement indiquée au départ. Mais après, il n'y a pas d'autres choses. On laisse la personne dire. Parce que je pense que moins on en dit, et mieux c'est. Pour éviter que la personne puisse s'accrocher à des choses. Dernièrement, j'avais une patiente qui venait et qui voulait savoir combien de temps ça allait durer, et combien il fallait venir. Et je voulais tout savoir tout de suite. Et elle était même une liste de questions. Le but, c'est d'essayer de se dégager quand même de ça, parce que ça peut servir à des résistances. Ça peut vraiment alimenter des fantasmes, des choses comme ça, et c'est pas un peu Je vais dire deux choses qui rejoignent un peu la question que vous posiez tout à l'heure. Comment faire au mieux pour orienter la passion. Déjà, la première chose, c'est de ne pas répondre à la demande. C'est parce que ce qu'on apprend dans les années de la discussion, on ne sait pas pourquoi, mais ne pas répondre à la demande. Ce que l'accord va mettre en évidence, c'est que derrière, il y a une demande d'amour. Et si vous bouchez tout de suite la demande, que ce soit dans la manière dont elle appréhende la thérapie, combien de temps ça va durer, tout ça, c'est des demandes. Et donc, c'est là toute la difficulté clinique, mais que vous avez rencontré aussi, d'arriver à esquiver cette demande, sans que ça vienne au clash, sans que ça vienne à... Vous ne répondez pas. Bien sûr, la flexibilité sort, c'est très bien, mais ça peut briser le lien. Tout le travail, c'est de faire sortir cette haine qui est présente dès le début, et sans que ça vienne viser le thérapeute. Et donc toujours avec du soin, du swing, de la délicatesse, et des fois ça ne marche pas bien sûr. Mais voilà, et ça il n'y a que l'expérience finalement qui permet d'arriver à gérer ça. Et aussi par rapport à cette question de pouvoir, parce que l'écueil dans lequel peut tomber le thérapeute et le médecin aussi, c'est de montrer à l'autre qui c'est. Et justement, chez les anorexiques, particulièrement chez les hystériques, il y a ce désir de mettre l'autre dans cette position de maître, de celui qui sait, pour mieux le faire chuter, pour mieux le montrer qu'il ne sait rien en fait. Dans ce jeu justement de pouvoir, je vois madame qui acquiesce, dans ce jeu de pouvoir justement. Et donc, il faut faire très attention de ne pas se positionner en tant que médecin et aussi en tant que thérapeute, de ne pas se positionner comme celui qui sait. Ben oui, ça va durer combien de temps? C'est pas brutalement comme ça, mais esquiver. Toujours esquiver et pas mettre dans cette position de celui qui sait. Ça va vite vous faire comprendre que vous ne savez pas grand-chose. Par rapport à la question des objectifs, j'ai dit aussi des objectifs qui seraient fixés dès le début. C'est bien entendu qu'il n'y a pas des objectifs avec un programme établi en 10 séances, ce sera magique et on arrivera à ce point-là, parce que ce serait faux, déjà, puisqu'on ne peut pas savoir. La question de la souffrance, je crois que c'est ça, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les personnes qui viennent consulter, il y a quelque chose qui les fait souffrir. Si on peut parler d'objectif, je le formulerais plutôt en termes de désir, c'est-à-dire le désir de plus souffrir, le désir qu'il y ait quelque chose là qui puisse s'apaiser, se tranquilliser. Donc ça, oui, bien entendu, pour que la personne puisse pouvoir vivre sa vie et pas être bloquée avec des symptômes, des choses qui empêchent la question de cette agressivité qui est dirigée contre les autres, dirigée contre soi. Voilà. Moi, je suis assez d'accord. Pour autant, c'est vrai que si on veut un objectif ou une psychothérapie, c'est que la personne puisse, comme tu disais, que les symptômes qui la faisaient venir soient déjoués. Hein. Parce que parfois on dit oui, mais on se fait quelqu'un et ça ne finira jamais, etc. etc.
Et bien, pas du tout, en fait. Une psychothérapie, quand la personne vient nous voir parce qu'il y a X raisons qui la font souffrir, on peut dire que la fin de cette psychothérapie sera quand tout ce qui l'a fait souffrir a été fini. Donc il y a, en ce sens, une fin de psychothérapie. Il y a aussi une fin de psychanalyse, mais c'est un peu plus complexe. Au MPH, on y réfléchit beaucoup pour comment théoriser ça. Et comment sortir. Encore. Pour la psychanalyse, c'est autre chose. On peut dire que ça débat entre psychanalystes, se pose la question de savoir si il y a une fin de psychanalyse, si elle se termine, si on en sort, enfin, des questions comme ça. Freud a écrit un article qui s'appelle Psychanalyse avec fin, psychanalyse sans fin. Je pense que par rapport à votre question, c'est là où nous avons aussi, et où nous essayons de travailler et d'affiner cette clinique du partenariat, parce que c'est une différence de culture, j'ai envie de dire, professionnelle, justement, entre le champ médical et le champ psychanalytique. Et je pense, arrêtez-moi si je me trompe, mais dans le champ médical, il y a, de par l'approche clinique médicale, ces étapes dans le processus thérapeutique qui sont effectivement beaucoup plus repérées, avec aussi une réponse au traitement, aux médicaments, etc. Ce qui d'ailleurs est aussi la décision qu'ont pris ceux qui ont mis en place ce qu'on appelle les thérapies brèves, ou les thérapies comportementales et cognitives, qui sont à ce niveau-là extrêmement codifiées, avec un nombre de séances très précis, dans un certain nombre de cas, avec quelque chose de très, et avec des objectifs aussi qui peuvent être exprimés beaucoup plus clairement. Mais d'une certaine façon, justement parce qu'il s'attaque aux symptômes, au trouble tel qu'il est désigné, tel qu'il est repérable, tel qu'il est objectivable. C'est pour ça que dans les catégories du DSM ou de la CIM, on parle énormément de troubles, puisque l'objectif c'était que justement il y ait ce qu'on appelle une fidélité interjuge et que différents psychiatres qui voient le même patient puissent donner le même diagnostic. Donc ça amène à s'appuyer sur des signes visibles qui sont repérables effectivement par tout un chacun et à avoir une stratégie clinique qui vise essentiellement ces signes-là. Notre approche, elle est de considérer que c'est d'essayer de s'appuyer sur ce désir de guérison qu'a la personne qui vient nous voir, ou son désir de moins souffrir, mais aussi, comme disait Julien Faugeras, d'arriver subtilement, avec souplesse, à se dégager de ça.